ai trouvé encore un autre. Et celui-là, il est vraiment chouette. Ouais. J'ai de la chance. Toi, tu n'en as pas encore trouvé un seul. Je ne cherche pas des fossiles de coquillages, moi. Mais alors, quel genre de fossiles cherches-tu, Alex? Ben, des dinosaures, par exemple. Des tyrannosaures. Et plutôt qu'un vieux fossile, pourquoi pas un dinosaure bien vivant, hein? Arrête tes plaisanteries, c'est vraiment pas drôle. C'était pour rire. Mais avoue que je t'ai bien eu. J'ai cru qu'il y avait vraiment un dinosaure. Mais c'est impossible, voyons. Les dinosaures n'existent plus depuis 60 millions d'années. Ah bon, ça me rassure. Mais pourquoi les dinosaures ont-ils disparu? Tu le sais, toi? Non. Allons demander à Ordi. Ah, salut, vous avez besoin de moi? Me voilà. Oui, Ordi. Toi qui sais tout. Dis-nous pourquoi les dinosaures ont disparu. Eh bien, à vrai dire, on ne sait toujours pas exactement pourquoi ces animaux n'existent plus. Le savant Charles Darwin a commencé très jeune à étudier les différences entre les animaux des temps anciens et ceux de maintenant. Mais ce n'est que bien des années plus tard qu'il a publié sa théorie de l'évolution. Par sa nouveauté, sa théorie allait provoquer des réactions violentes dans la société de l'époque. Charles Darwin est né en Angleterre en 1809. Dès sa plus tendre enfance, il s'est intéressé à la nature, aux plantes et aux animaux. Son père aurait voulu qu'il soit pasteur, mais Darwin n'écouta que sa passion et devint naturaliste. À l'âge de 22 ans, il fut engagé sur le Beagle, un bateau qui devait effectuer des relevés cartographiques. Le voyage dura 5 ans, et c'est pendant ce tour du monde que Darwin étudia les plantes, les animaux rares et la géologie de régions très mal connues. Mais que faut-il penser de tout cela? Ce qu'il faut en penser, que c'est un os fossilisé et qu'il est sûrement très ancien. C'est exactement cela. Les os d'un animal mort il y a très longtemps. Tu ne trouves pas ça merveilleux? Tu sais, Ordi, tu es sur son crâne. Et voilà les os de ses pattes. Et ici, les os de son thorax. Maintenant, il n'y a plus que les éléphants et les rhinocéros qui soient si grands. Mais cet animal, lui, a disparu. Regarde le dessin, tu comprendras mieux. Voilà son squelette lorsque tous les os sont ensemble. Waouh! C'est fou! Et sur cet autre dessin, tu peux voir à quoi l'animal ressemblait avec sa fourrure. C'est un paresseux géant, mais ceux d'aujourd'hui sont beaucoup plus petits. Mais pourquoi cette énorme différence de taille, monsieur Darwin? Il est écrit dans la Bible que Dieu ordonna à Noé de construire une arche pour sauver sa famille et un couple de chaque espèce d'animaux. Puis, pour punir les hommes, Dieu provoqua le déluge. Les animaux qui vivent actuellement sur Terre seraient les descendants de ceux de l'arche. Cela voudrait dire que le paresseux géant n'a pas pu rentrer dans l'arche et qu'il a été noyé par les flots? Peut-être. Il y avait tant d'animaux que certains n'ont pas pu trouver de place sur l'arche. Le monde créé par Dieu aurait été jadis différent du monde actuel? Et pourtant, la Bible dit que toutes les espèces sont montées dans l'arche. Il doit bien y avoir un rapport entre le paresseux d'autrefois et le paresseux actuel. Même si leur taille est différente, il y a sans doute un lien de parenté entre eux. Non et non, ça ne doit pas être ça, j'ai dû me tromper. Monsieur Darwin, il faut avoir plus confiance en vos intuitions. Il faut encore chercher et réfléchir, monsieur Darwin, ne perdez pas courage. Vous avez tout de même déjà rassemblé de très nombreuses observations. Mais répondez-moi! Comment expliquait-on à cette époque l'apparition de la vie sur Terre? D'après la Bible, au premier jour du monde, Dieu créa tous les êtres vivants à partir du néant. Dès leur création, ils étaient parfaits et n'ont pas changé depuis lors. Entrez. Bonjour, Darwin. Oh, capitaine Fitzroy. Eh bien, Darwin, quel désordre incroyable dans cette cabine. Cet ossement est vraiment gigantesque. J'en ai jamais vu de pareil. De quoi peut-il bien s'agir? C'est un animal qui a disparu, capitaine. Impossible, ce que Dieu a créé est parfait, il n'y a pas de raison qu'il le détruise.
Oui, peut-être, mais s'il s'agissait de l'ancêtre d'une espèce actuelle. Que voulez-vous dire? Eh bien, un exemple. Le renard des îles Malouines, je l'ai vu lors d'une escale. Ah oui, cet animal est 2 fois plus grand que le renard ordinaire. Et sa fourrure est différente aussi. Je pense qu'à l'origine, ce renard vivait en terre de feu et qu'ensuite il est venu aux îles Malouines, emporté par les courants, sur un iceberg ou du bois flottant. C'est ça, Darwin. Il serait arrivé dans un autre pays et se serait transformé à cause des différences de climat et de nourriture. C'est donc ce que vous croyez? Mais tout à fait. C'est précisément ce que je pense, et je crois qu'en plus, le renard s'est tellement transformé qu'il a fini par former une nouvelle espèce qui n'a plus rien à voir avec les autres renards d'Amérique du Sud. Quoi? Vous oseriez répéter cela? Une nouvelle espèce? Allons donc, Darwin, c'est impossible! Vous voulez rire, j'espère? Non, je suis sérieux. Assez plaisanté, Darwin! Les différences sont minimes! Il serait bon que vous relisiez la Bible! Vous sauriez que tous les animaux ont été créés par Dieu, et depuis la création, il n'y a plus une nouvelle espèce! C'est absurde et blasphématoire! Le capitaine avait l'air très fâché. Mais qui puis-je? Ce que j'entrevois est vraiment à l'opposé de l'enseignement de l'Église. Tous les animaux ont été créés par Dieu! Vous devriez relire la Bible, c'est la vérité suprême! Je suis sûre que vos intuitions sont bonnes, monsieur Darwin. Tu crois, Ordi? Oui, continuez à rassembler des preuves. Les preuves montreront que vous avez raison, c'est sûr. Des preuves, oui, qui sait. C'est vrai que pour convaincre les gens, il faut avancer des preuves. Le Beagle, après avoir effectué des relevés cartographiques sur la côte sud-américaine, aborde les îles Galapagos. De ma vie, je n'ai jamais vu d'endroit aussi sinistre et désolé. On dirait l'enfer. Oui, je trouve aussi. Les lézards sont affreux et peu engageants, mais ils ne sont pas du tout dangereux. On va pouvoir installer un camp à terre. Ils sont vraiment très nombreux. De quoi peuvent-ils bien se nourrir? Ils mangent des algues, paraît-il. Oh, regardez, il y en a un qui nage. Oh, mais quel bon nageur! Moi aussi, je vais aller nager. Yahoo! Salut, bon appétit. Oh, ça a l'air vraiment délicieux. Pas très bavard. Faites attention, Darwin. Mais non, je ne risque rien. Regardez sa queue comme elle est plate, tout à fait adaptée à la nage. Oh oh! Il n'est pas de la même couleur que l'autre. Non. Qu'est-ce que vous allez faire? Sortir ce lézard de là en le tirant par la queue. Tu vois, Ordi, sa queue est ronde, elle n'est pas du tout adaptée à la nage. Vous êtes sûr qu'il ne va pas se fâcher? Regarde, ce n'est pas tout à fait le même que celui qui vit dans l'eau. Comment peut-il avaler ces épines de cactus? Je trouve aussi très étrange qu'il n'ait pas du tout peur de l'homme. Oh! Tu as vu? Cet oiseau non plus n'a pas peur de nous. Oh, regardez, il mange des insectes. On dirait un chardonneret, mais son bec est un peu différent. En voici encore un autre. Et son bec est encore différent. De quelle sorte d'oiseau s'agit-il? C'était en fait des pinsons. Cette découverte fut capitale pour les recherches de Darwin. Il répertoria 13 variétés de pinsons aux îles Galapagos. Certains se nourrissent de fleurs et de fruits, d'autres mangent des graines. Il y en a même un qui se sert d'épines de cactus comme instrument pour déloger les insectes. Cette île est peuplée d'animaux rares et étranges. Certains se ressemblent beaucoup. Mais ils ont un mode de vie très différent. Je vais classer toutes mes observations. Et j'arriverai peut-être à comprendre comment toutes ces espèces se sont adaptées aux différents milieux. Comme c'est passionnant d'observer les animaux. Moi aussi, j'ai envie d'en savoir plus. Oh! Ah, mais qu'est-ce que... Non, c'est une Galapago, une tortue géante. Ah, j'ignorais que ces tortues s'appelaient Galapagos. Cette tortue géante vit sur l'île James. Et cette tortue-là vit sur l'île Hood. Leurs carapaces ne sont pas du tout les mêmes. Si nous comparons l'environnement de ces deux îles... Je sais que les tortues sont différentes selon les îles. La vérité est que ces espèces ont été créées pour vivre dans cette nature particulièrement hostile. Il n'y a pas d'autre explication à chercher, car c'est bien Dieu et lui seul qui l'a voulu ainsi. Mais je crois que...
Rien. Darwin préféra ne pas insister. Au terme de ces 5 années de voyage, le Beagle, chargé de nombreux échantillons, mit le cap sur l'Angleterre. Sitôt rentré de son tour du monde, Darwin se mit à classer tout le matériel qu'il avait rapporté. Un lézard aquatique à queue plate et un lézard terrestre à queue ronde. Des tortues géantes dont les carapaces varient selon les îles. 13 espèces de pinsons qui diffèrent par la forme de leur bec. Je me demande vraiment s'ils étaient déjà différents au départ. Mais alors, quelle est votre idée? À l'origine, il n'y avait qu'une seule espèce. Elle a dû lentement se diversifier. Oh! Je ne sais plus où j'en suis. Mais que vous arrive-t-il? Je sens que j'avance, mais c'est encore tellement confus. Je ne suis plus sûr de rien. La santé de Darwin se détériorait. À l'âge de 30 ans, il s'installa dans un paisible village près de Londres où il poursuivit ses travaux jusqu'à la fin de sa vie. Vous n'avez pas dormi de la nuit. Vous devriez vous reposer. Votre santé est fragile. Voyons, il faut être plus raisonnable, monsieur Darwin. Darwin avait découvert le livre de Malthus, essai sur le principe de population, qui devait fortement influencer ses idées. Selon Malthus, la population humaine augmente plus vite que les ressources alimentaires. Malthus pensait que les famines, les épidémies, les catastrophes naturelles, les guerres sont utiles pour maintenir l'équilibre démographique et que dans cette lutte pour l'existence, seuls survivent les individus les plus solides. Darwin pensait que cette lutte pour l'existence était également la règle du monde animal. L'exemple du saumon illustre bien cette lutte pour l'existence. Ce poisson migrateur remonte les fleuves pour aller pondre ses œufs. Après sa naissance, le petit saumon doit regagner la mer. Seuls survivront ceux qui auront réussi à vaincre les obstacles naturels et les ennemis qui se présenteront sur leur longue route. Darwin appliqua ce raisonnement aux animaux des îles Galapagos. Il est probable que des pinsons d'une seule espèce sont arrivés aux îles Galapagos. Ils devaient sûrement transporter des graines dans leur plumage. Les plantes ont poussé, mais bientôt, il y eut de plus en plus de pinsons et de moins en moins de graines pour se nourrir. Plutôt que de s'entretuer pour la même et rare nourriture, certains d'entre eux ont dû apprendre à manger autre chose. Le bec des pinsons se serait très progressivement adapté aux différents types de nourriture qui étaient à leur disposition sur l'île. C'est pourquoi on trouve aux îles Galapagos 13 espèces différentes de pinsons. Alors, qu'en penses-tu, Ordi? À ton avis, ma théorie est vraisemblable? Mais oui, c'est ça, monsieur Darwin. Ce doit être ça, j'en suis certaine. Hop là! Exposez-la dans un livre. Non, c'est encore trop tôt. Je voudrais voir comment ma théorie peut s'appliquer à d'autres espèces. Pour cela, Darwin étudia les races nouvelles d'animaux et de plantes obtenues par l'homme grâce à la sélection artificielle. Il se passionna entre autres pour les pigeons. Il acquit la certitude que toutes ces variétés de pigeons n'avaient qu'un seul et même ancêtre, le pigeon des roches. C'est un exemple de sélection artificielle pratiquée par l'homme et obtenue par croisement. Mais cette sélection artificielle est totalement différente de la sélection naturelle, où ne survivent que ceux qui réchappent de la lutte pour l'existence. Sélection, mais qu'est-ce que cela veut dire exactement, monsieur Darwin? C'est sans doute un peu difficile et abstrait, mais c'est la base de toute ma théorie. Vous ne voulez pas me l'expliquer? D'accord. La sélection naturelle entraîne une élimination de tout ce qui est inadapté. En d'autres mots, elle préserve les variations favorables d'une espèce et rejette les variations défavorables. Un exemple? Imaginons des loups qui ne se nourrissent que de lapins. Il leur
faut courir après les lapins. Donc, les loups les plus agiles et les plus rapides ont plus de chances de survivre que les autres. C'est pourquoi, s'ils naissaient des loups trop lents pour attraper les lapins à la course, ils mourraient. Je comprends. Et s'il naissait des loups encore meilleurs à la chasse aux lapins, ils ne risqueraient pas de disparaître. Oui, c'est ainsi que dans une espèce, la sélection naturelle favorise la conservation des individus les mieux adaptés. Ainsi se fait l'évolution. Et pour l'homme, est-ce la même chose? Je pense que l'homme ne devrait pas être une exception. Darwin a publié un livre. Ce sont des idées tout à fait révolutionnaires. C'est contre l'enseignement de l'Église. À l'âge de 50 ans, Darwin publie L'origine des espèces. Il y expose sa théorie de l'évolution. Ce livre eut un énorme succès et fut rapidement épuisé. Le 19e siècle voit s'étendre la révolution industrielle. Les progrès des sciences et des techniques sont présentés à l'exposition universelle de Londres en 1851. Mais dans cette société en profond changement et ouverte aux idées nouvelles, la pensée de Darwin effrayait malgré tout beaucoup de gens. Mais c'est Dieu qui l'insulte. Sam Wilberforce, évêque d'Oxford, décida d'organiser une conférence où il avait l'intention de faire une critique féroce de la théorie de Darwin. Professeur Exley, je comprends tout à fait votre enthousiasme pour les idées de Charles Darwin, mais puis-je vous poser une question? Oui, bien sûr, évidemment. Si l'on en croit la théorie de l'évolution, l'ancêtre de l'homme serait le singe. Et vous, Exley, est-ce donc du côté de votre grand-père ou du côté de votre grand-mère que vous descendez du singe? La question de l'évêque est tout à fait malhonnête. Une blasphème! Plus d'insultes à Dieu. Darwin, qui venait de tomber malade d'épuisement, ne put assister à la conférence et défendre lui-même sa théorie. Mais pourquoi suis-je tombé malade dans un moment pareil? La théorie de Darwin est ridicule. C'est un tissu de mensonge. C'est un blasphème. L'homme descendrait du singe. C'est insensé. Qui pourrait croire une chose pareille? Oui, c'est absurde. Vive l'évêque, vive l'évêque. Non seulement cette théorie de l'évolution est grotesque, mais en plus elle contredit la parole de Dieu. Elle est donc inacceptable. Merci, merci. En tant que scientifique, je pense que le plus important, c'est de chercher la vérité. Huxley fit un discours très convaincant, apportant des preuves scientifiques et d'excellents arguments. Il termina en répondant à la question de l'évêque Wilberforce. Si l'on me pose la question de savoir si je préfère avoir comme ancêtre un singe ou un homme intelligent, mais qui abuse de cette intelligence et de sa très grande influence pour ridiculiser la science à laquelle, en outre, il ne connaît rien, eh bien, j'avoue, je préférerais descendre d'un singe que d'un évêque. Brillamment votre théorie de l'évolution. Enfin, ça y est, je n'y croyais plus. Merci, Ordi, merci. Encore aujourd'hui, la théorie de Darwin est remise en question. Mais tout le monde est d'accord sur le fait que les êtres se transforment. Mais les phénomènes d'évolution sont très lents et une vie humaine ne suffit sûrement pas pour en observer les effets. Cependant, voici un petit exemple, la phalène du bouleau, un papillon qui présente deux variétés, une blanche et une noire. La noire est beaucoup plus visible sur le tronc blanc du bouleau.
Il est donc une proie plus facile pour les oiseaux. De ce fait, les papillons noirs étaient moins nombreux que les blancs. Mais en quelques années, à cause de la pollution, les troncs des bouleaux ont noirci. Du coup, les papillons noirs étaient moins visibles sur le tronc et les oiseaux se sont attaqués aux papillons blancs. Les papillons blancs ont vu leur nombre diminuer et les noirs se sont retrouvés les plus nombreux. Ah, l'histoire de l'évolution est vraiment compliquée. On est loin de tout savoir. Mais je me demande, Alex, y aurait-il une possibilité que l'homme disparaisse un jour? Qui sait? Oh, cela ne m'enchante pas du tout. Mais cela n'arriverait que dans des millions d'années. Ne t'en fais pas. Tu as raison. D'ailleurs, ça ne fait que 3 millions d'années que l'homme est apparu. Hein? Exactement à l'est de l'Afrique. Et même que le premier homme que l'on connaisse, c'était une femme. On l'a appelée Lucie. Elle avait une vingtaine d'années. Mais elle ne nous ressemblait pas vraiment. On a quand même changé par rapport à nos ancêtres. On est nettement mieux. Ah oui, il n'y a pas de comparaison. Je serais curieux de savoir si l'homme va continuer à évoluer et devenir encore plus beau.